Merci à vous. Ah, bonsoir, bonsoir. Ah, je suis vraiment ravi de vous retrouver et de prolonger avec vous cette magnifique aventure de l'amour et de la vie à deux. Et comme vous le voyez, je me suis mis au jardinage. Après toutes ces années passées à donner mon premier cours avec ma blouse blanche et ma baguette de prof, je m'étais dit que je pouvais prendre un peu de recul, fier de la tâche accomplie d'avoir réconcilié tous les couples. Oui, grosse erreur de ma part. Il paraît qu'il y a encore des couples qui ont parfois du mal à se comprendre. C'est dingue, non? Ah, moi, je pensais que j'avais résolu tous les problèmes. Ah oui, j'étais convaincu que j'avais mis tous les avocats qui s'occupent du divorce sur la paille. Bon, en même temps, pour tout vous dire, je m'attendais quand même un jour ou l'autre à devoir sortir de ma retraite, parce que le couple, justement, c'est comme un jardin. Ça n'arrête jamais. Le jardin, dès qu'on arrête de s'en occuper, les mauvaises herbes se mettent à pousser. Si on ne fait rien, au bout de 6 mois, il est en friche, tout est à refaire. Mais pour le couple aussi, rien n'est jamais acquis. Il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier. Donc ce soir, on va faire du jardinage de couple. On va revoir quelques techniques. Comment passer la tondeuse. C'est important. Tailler les rosiers, mettre le bon engrais. Avec ça, vous aurez plein de choses à faire pour entretenir votre jardin de couple. Tiens, juste pour avoir une idée, qui a vu mon premier Mars et Vénus? Vous voulez bien? Ah ouais, pas mal. Ouais. C'est il y a combien de temps que vous l'avez vu? 1 an, toi? Et toi? C'est 4-5 ans? C'était la 4 ou 5, tu sais? Vous êtes d'accord? Tous les deux? Ouais. Vous l'avez vu en même temps ou pas? Oui, ah oui, ok. Voilà. Comment s'est passée la mise en pratique? Bien? Pas mal. Tiens, question plus indiscrète. Qui est toujours avec le même ou la même partenaire? Oui, ça a marché? Vous deux aussi? Oui. Non, je vous demande ça parce que il y a quelques années, un spectateur est venu me voir à la sortie d'un spectacle et il m'a dit « Oh, merci. Grâce à toi, j'ai divorcé. » Eh oui. Oui, sa femme et lui s'étaient rendus compte à la sortie du spectacle qu'ils n'avaient absolument plus rien à faire ensemble. Ils s'étaient séparés et 2 ans plus tard, il revenait avec sa nouvelle copine pour partir sur de bonnes bases. Donc vous voyez que c'est important de faire des petites piqûres de rappel de temps en temps. Pour commencer aussi, il faut quand même que je vous raconte comment j'en suis venu à parler de tout ça, parce que c'est important pour la suite, vous verrez tout à l'heure. En fait, tout est venu d'une conférence à laquelle j'ai assisté aux États-Unis il y a près de 20 ans. Elle était donnée par John Gray, qui venait d'écrire son désormais fameux best-seller « Les hommes viennent de Mars et femmes de Vénus ». J'imagine qu'il y en a qui l'ont lu. Quelques-uns, oui. Et jusqu'au bout? Oui, mon œil. Il y en a quelques-uns quand même? Bon, je comprends, c'est un peu répétitif, hein. Et vous savez qu'en plus, depuis, il en a écrit plein d'autres. Hein. Mars et Vénus se rencontrent, Mars et Vénus se séparent, Mars et Vénus sous la couette, Mars et Vénus au travail. En fait, il a fait un peu comme les Martines. Vous vous souvenez des Martines? Martine à la plage, Martine fait du poney, Martine fête son anniversaire. Eh ben, c'est pareil. D'ailleurs, ça me donne une idée pour un prochain livre. Qu'est-ce que vous pensez de Mars et Mars adopte Martine? C'est tendance quand même, non, Tréva? Bon, vous voyez, vous l'avez compris, j'étais un peu sceptique par rapport à ce thème. Pour moi, tous ces sujets sur la communication, sur le couple, mais c'était quand même plutôt des trucs de filles. Genre de sujets qu'on retrouve dans les magazines scientifiques féminins, comme Biba, mais certainement pas dans les journaux très intellectuels, que je lis tous les jours, comme L'Équipe. Mais je n'étais pas non plus totalement réfractaire. Parce qu'un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite des histoires de couple quand j'étais petit. Oui, parce que ma mère a appris que mon père avait une liaison avec sa secrétaire alors qu'elle était enceinte de moi. Elle ne l'a dit à personne parce qu'elle espérait qu'il revienne vers elle, acceptant même qu'il rentre tous les jours à 5 heures du matin pour être là à notre réveil. Ça a duré 4 ans, puis il est parti. Mais ils n'ont pas divorcé. Non, ça ne se faisait pas encore à l'époque, c'était il y a un peu plus de 50 ans. Mais aussi incroyable que ça puisse paraître, ce n'est qu'à l'âge de 13 ans que j'ai su que mes parents étaient séparés. Parce que pendant toute ma jeunesse, j'ai cru à l'histoire qu'ils me racontaient. Papa travaille trop loin, il ne peut pas rentrer tous les soirs à la maison. Adolescent, j'ai passé des soirées entières à parler avec mes 3 grandes sœurs de nos parents. Enfin, pour être précis, mes 3 grandes sœurs parlaient et moi j'écoutais. On parlait aussi de la poufiasse de notre père. Oui, comme l'appelait si tendrement ma mère. Du fait que nous ne savions même pas où notre père habitait. Bref, de toutes ces histoires que nos parents nous avaient cachées. Tout ça pour vous dire que parler du couple faisait donc déjà
sans que j'en sois vraiment conscient à l'époque, un petit peu partie de moi. Et malgré tout, bien qu'ayant baigné dans cet environnement quasi exclusivement féminin durant toute mon enfance, avec ma mère et mes 3 grandes sœurs, bien qu'étant mariée à l'époque depuis 3 ans avec Corinne, bien que notre premier enfant soit une fille, Julie, même mon chien était une chienne, eh bien, je n'avais toujours rien compris au comportement féminin. Non, il y avait toujours des comportements et des réactions que je trouvais très bizarres chez les femmes. Surtout chez la mienne, d'ailleurs. Je me souviens, par exemple, que quand elle était enceinte de Julie, justement, elle m'avait demandé de l'accompagner chez sa gynéco pour la première échographie. À l'époque, je lui avais répondu « Mais pourquoi tu ne peux pas y aller toute seule? Ta voiture est en panne, il y a un problème. » « Ah non, j'ai du boulot. » Elle s'était fâchée et je n'avais pas compris pourquoi. Je vous avais bien dit qu'elle était bizarre, non? Et là, lors de cette soirée, j'ai enfin compris. En fait, pour moi, aller chez le gynéco, c'était un peu comme aller chez le coiffeur. Elle pouvait très bien y aller toute seule, elle le faisait depuis des années d'ailleurs, je ne vois pas ce qui changeait tout d'un coup. Alors que pour elle, cette première échographie était comme la pose de la première pierre de la construction de notre famille. Pour elle, il fallait qu'on soit ensemble. Est-ce que c'était par manque d'amour qu'on s'était disputé? Non. Non, c'est parce qu'on était dans des logiques différentes et qu'on ne s'était pas compris, tout simplement. Alors aujourd'hui, près de 20 ans plus tard, la société a évidemment énormément évolué et les relations entre les hommes et les femmes aussi. Et pourtant, il semble qu'il soit toujours aussi difficile de bien se comprendre et de bien s'entendre. C'est bizarre, comment ça se fait, ça? Eh bien, parce qu'à mon avis, on ne tient pas toujours suffisamment compte de tous les petits détails du quotidien. Un jour, dans un dîner, on parlait de couple, de relations, d'amour, comme ça arrive régulièrement. Et là, la conversation se mit à tourner autour de qui sont les poubelles dans le couple. Bon, je sais, c'est pas très philosophique comme conversation. Et à ce moment-là, une femme d'une 40aine d'années prend la parole et dit « Ah non, non, ah non, on ne va quand même pas parler de ça. Quand on parle d'amour et de relations, on va quand même pas parler de qui sont les poubelles. Non, moi, ce que je veux vivre, c'est l'amour avec un grand A. On est des êtres humains, on devrait être au-dessus de tous ces détails du quotidien qui n'ont aucune importance. » Elle s'arrête 2 secondes et puis elle reprend. « Mais je vais peut-être quand même écouter ce que vous avez à dire parce qu'en fait, je n'ai jamais réussi à vivre plus de 6 mois avec quelqu'un. » Alors oui, c'est vrai que l'amour avec un grand A, c'est quelque chose de magnifique et de merveilleux. Mais justement, pour durer et pour grandir, cet amour avec un grand A doit être nourri avec plein d'amour, avec des petits A. Tous ces détails du quotidien qui n'ont absolument aucune importance, mais qui, à la longue, s'ils ne sont pas pris en compte, pourront avoir raison de n'importe quel amour avec un grand A. Parce qu'oublier d'arroser ses plantes un soir, c'est rien. Mais c'est quand on n'arrose pas suffisamment pendant des mois que les plantes finissent par mourir. Eh bien, dans un couple, c'est pareil. C'est l'accumulation des petites incompréhensions au quotidien qui finit par créer les vrais problèmes. Et d'où viennent la plupart de ces incompréhensions? Eh bien, d'un truc tout bête. On ne parle pas la même langue. Mais le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte. Oui, c'est ça qui nous piège. Parce que quand on parle avec quelqu'un qui ne parle pas le français, normalement, on s'en rend compte tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas les mêmes mots, c'est facile. On voit tout de suite qu'on ne parle plus la même langue. Mais dans un couple, c'est pareil. On ne parle pas toujours la même langue, mais là, le problème, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte parce que les mots qu'on utilise sont les mêmes. En fait, c'est la signification qu'on donne aux mots qui n'est pas la même en masculin ou en féminin. Et c'est pour ça qu'il faut régulièrement prendre son dictionnaire du couple pour décoder, pour décrypter ces 2 logiques, ces 2 langages différents. Avec la difficulté, évidemment, qu'on a chacun en soi un côté masculin et un côté féminin. Donc ce sont parfois les femmes qui parlent en masculin et parfois ce sont les hommes qui parlent en féminin. Oui, parce qu'ouvrir son dictionnaire ne veut pas dire mettre des gens dans des cases. Non, il s'agit juste de décoder, de décrypter 2 logiques de langage différents pour mieux se comprendre dans un couple. Alors on va ouvrir ce dictionnaire pour voir quelles sont ces grandes différences de logique entre ces langages masculins et féminins. Vous êtes prêts? Oui. Première différence. Ah, les bouchons, c'est une horreur. J'ai mis 3 heures pour rentrer à la maison. Mais non, t'as pas mis 3 heures. Tu m'as téléphoné à 5h10 en sortant du bureau et il est 6h30. T'as mis 1h20. Oui. Eh oui. Elle parle en féminin et lui répond
En masculin, il a oublié son dictionnaire, ça peut pas marcher. En féminin, on cherche avant tout à exprimer un ressenti. Ce qui est avant tout important en féminin, c'est de partager son émotion et surtout de se sentir comprise par rapport à ça. Alors qu'en masculin, on parle avant tout des faits. Oh là là, j'en peux plus, je suis épuisé, j'ai 1000 choses à faire. Mais non, ma chérie, non, non. Non, tu n'en as pas 1000. Non, tu en as 12. Allez. Ah, regarde, tu as ça, ça, ça et ça et ça. Ça fait 12. Pourquoi tu dis 1000 quand c'est 12? Pourquoi t'exagères tout le temps? Eh oui, un homme, c'est précis quand il parle. S'il construit un pont, par exemple, il faut que les pièces s'ajustent au millimètre. C'est un boulot de précision. Il ne va pas dire « Tiens, bah, construis-moi une poutre. Ouais, une 40aine de mètres, on verra bien. » Non, ça ne marche pas. Et toute la beauté est justement dans l'exactitude de la préparation. Et nous, les hommes, on adore ça depuis qu'on est tout petit. C'est d'ailleurs pour ça, généralement, que les petits garçons préfèrent demander des Legos ou des mécanos à Noël plutôt qu'une poupée. Bon, la poupée, ils demanderont aussi, mais plus tard. Et peut-être pas aux parents, d'ailleurs. Bon, c'est vrai aussi, mesdames, qu'on exagère parfois un peu dans cette précision et que c'est un peu énervant pour vous, hein? Entre mecs, on est capable de discuter pendant des heures pour savoir si la Lamborghini monte à 320 ou 330 km/h, alors qu'en fait, on s'en fout un peu parce qu'on n'achètera jamais de Lamborghini. Et de toute façon, on ne peut pas dépasser le 130. Parce que bien d'être précis. Et d'ailleurs, elle monte à 350. Hein, j'ai été voir. Et donc, quand elle dit qu'elle a 1000 choses à faire, pour lui, en masculin, elle exagère. Et ça, il ne peut pas laisser passer. Il faut qu'elle rectifie. C'est normal. Alors que quand elle dit qu'elle a 1000 choses à faire, elle parle en féminin. Et donc, elle a simplement besoin de se sentir comprise par rapport à une certaine charge de travail. Avec le dictionnaire, ça donne quelque chose comme... C'est comme si j'avais 1000 choses à faire. Tu te rends compte de ce que je ressens? Est-ce que tu veux bien juste me prendre dans tes bras et me dire sincèrement « Oh, ma pauvre chérie ?» Ouais. Et les gars, j'insiste sur le « sincèrement ». C'est ça le plus dur. On va en reparler. Tiens, vous deux, quels sont vos prénoms, tous les deux? Comment? Didier et Frédéric. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Presque 10 ans. Vous êtes d'accord tous les deux là-dessus? Donc Frédéric, quand tu discutes de manière un peu animée avec Didier, ça peut arriver ça? Hein? Ça t'arrive parfois? Tu discutes de manière un peu animée avec lui et que tu lui poses une question, il se peut parfois qu'il y ait un petit blanc avant qu'il te réponde. Tu vois un peu une seconde comme ça, un petit blanc. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous voyez un peu, mesdames? Oui, vous voyez l'idée? Et généralement, à ce moment-là, tu lui dis quelque chose comme « Mais qu'est-ce que t'attends? Mais réponds-moi, tu t'en fous, quoi ?» En fait, non, Didier, il s'en fout pas du tout. Non. Il est juste séquentiel. Il ne fait qu'une chose à la fois. Il a un seul dossier ouvert dans sa tête. Et donc Didier, comme tous les mecs, soit il parle, soit il pense. Mais il ne peut pas faire les deux choses en même temps. En fait, il a entendu ce que tu disais, il le transfère à sa partie du cerveau qui réfléchit. Une fois qu'il a trouvé la meilleure réponse, il le transfère à sa partie du cerveau qui parle. Et enfin, il le dit. Tout ça prend un peu de temps, d'où le blanc. Ouais. Vous allez voir, les gars, c'est pas fini. Vous allez voir, il y en a pour tout le monde. Même si je suis sûr que tu réfléchis très vite, Didier, hein, donc ça va très vite, évidemment. Il y a une petite seconde. Mais c'est vrai que c'est assez étrange pour toi, Frédéric, parce que toi, tu as plutôt un côté multitâche. Tous les dossiers sont ouverts en permanence. Et donc toi, comme toutes les femmes, pour penser, tu dois parler. Ah ouais. Ça les hommes aiment bien. Et Didier trouve que tu penses beaucoup, parfois, peut-être. Moi, j'exagère, c'est juste pour la formule. Mais pas tant que ça. En fait, pour une femme, c'est le fait de parler qui l'aide à avancer dans sa propre réflexion.
Vous savez, messieurs, que parfois, quand elle commence à parler, elle ne sait pas elle-même où elle va en venir. Ouais. Ouais. Vous allez voir, mesdames, c'est pas fini. Vous allez voir. Oui, vous avez déjà tous entendu une femme dire « Ah tiens, ce que je viens de dire n'a pas beaucoup de sens. Hein ?» Généralement, les hommes se disent « Mais pourquoi tu le dis alors ?» Oui, parce qu'eux, ils pensent avant de parler. Bon, c'est pas pour ça que tout ce qu'ils disent est très intelligent non plus. Ah, vous allez bien aimer, mesdames. Et à la limite, c'est même pire, parce que eux, ils y ont pensé avant de le dire. Mais comme une femme pense en parlant, elle a besoin de s'exprimer pour savoir si ce qu'elle pense a du sens ou non. Et parfois, mesdames, truc incroyable, un homme peut ne penser à rien. Ouais. À quoi tu penses? À rien. Pour elle, c'est inimaginable de ne penser à rien. Donc elle se dit, il est en train de penser à quelque chose dont il ne veut pas me parler. Donc c'est que c'est un problème. Donc il faut qu'on en parle. Quoi, il y a un problème? Non, tout va bien. T'es sûr? Oui, c'est quoi le problème? Ah, tu vois bien qu'il y a un problème. Mesdames, quand on vous dit qu'on ne pense à rien, on ne vous ment pas. Tous les dossiers sont fermés, le cerveau est en veille, c'est très reposant, ça fait partie des très bons côtés masculins, ça. Alors, il y a encore plein d'autres différences dans ce dictionnaire de couple. Hein. En même temps, je ne sais pas pourquoi je l'arrose, tout le monde a vu qu'il était faux. Hein, mais bon. Autre différence. Ma chérie, où est-ce que t'as mis le beurre? Dans le frigo, sur l'étagère du haut. Ah non, n'y est pas. Ah non? Et ça, c'est quoi? Ah oui, mais il était sur l'étagère du milieu. C'est pas la même chose. Eh oui, mesdames. Si vous voulez qu'un homme retrouve les affaires, il faut lui dire où elles sont rangées. Exactement. Si on compare nos champs de vision à un appareil photographique, le champ de vision masculin est un peu comme un téléobjectif, très très étroit. Vous avez déjà tous remarqué un homme qui regardait une femme qui passe dans la rue. Qu'est-ce qu'il fait? Sa partenaire à côté va lui donner un grand coup de coude et va lui dire « Tu pourrais quand même être un petit peu discret quand tu regardes. » Il ne peut pas être discret. Parce que pour continuer à regarder, il est obligé de bouger la tête. Sinon, il ne voit plus rien. Alors qu'une femme, elle a une vision grand angle. Donc elle englobe tout d'un seul regard. Donc messieurs le regardent tout autant, simplement c'est beaucoup plus discret de sa part. En féminin aussi, mais l'idée c'est qu'on est toutes les mêmes. En fait, il n'y a pas de différence entre nous. On est toutes des femmes, on fait toutes partie du même groupe. Et c'est comme ça, quand les femmes parlent entre elles, c'est avant tout pour partager leurs expériences, pour se trouver des points communs, pour se rapprocher. Ah, ton fils a la gastro? Le mien l'a eu la semaine dernière. Tu penses, il se la refile à l'école? Et il n'y avait pas eu ta fille aussi qui avait eu... Oui, mais alors ma fille, elle a tout eu. Elle a eu les oreillons, la grippe, la rhinopharyngite. On l'a emmenée chez le docteur Péchat. Tu te souviens, tu m'avais dit sur les Et là, quand elles commencent comme ça, messieurs, elles en ont pour des heures, elles adorent. Alors qu'en masculin, c'est évidemment l'inverse. Chacun essaye d'être différent des autres. Et c'est comme ça que quand les hommes parlent entre eux, ils sont plutôt en compétition les uns par rapport aux autres. Et ça, dans les moindres détails. Quoi, ton fils a eu la gastro? Ah, le mien aussi. Combien de temps elle a mis pour guérir? 5 jours, le mien 3 jours. Oui. Les femmes aussi sont naturellement très attentives aux autres et à leurs besoins. Et c'est comme ça, par exemple, qu'elles connaissent parfaitement les goûts et les couleurs de leurs amis. Entre elles, elles vont papoter comme ça aussi. Tiens, je crois qu'à l'anniversaire de mon père, je vais mettre ma petite robe bleu nuit en lin, tu vois? Sa copine va lui répondre « Ah oui, je vois très bien. Celle que tu portais il y a 15 jours au dîner chez Béatrice, avec de la dentelle et un décolleté rond dans le dos. »
Alors que nous, les mecs, on voit pas du tout. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, on s'en fout un peu de sa robe. Ouais. Ah oui, oui. Oui, nous, ce qu'on préfère, c'est quand elle l'enlève de toute façon. Hein? Ouais. Bon, mais c'est pas pour ça qu'on ne se souvient de rien non plus. Hein? Non, non. Nous, on se souvient des trucs importants pour nous. Comme le score de France-Allemagne en 82 à Séville. 3-3 perdu pour la France. Les pénaltys. Bon, je sais, c'est pas des terribles souvenirs pour vous les Français, mais je m'en fous, je suis belge. Alors, il y a aussi un domaine du quotidien qui prend énormément d'énergie, c'est le stress. On en est tous victimes à un moment donné ou à un autre de la journée. Avec les embouteillages, les enfants, le travail, on dit d'ailleurs du stress que c'est la maladie du siècle. Mais évidemment, hommes et femmes, on ne le gère, mais pas du tout de la même manière. Imaginons pour commencer la journée d'un homme. Il se réveille, part faire sa toilette, en se rasant, il se coupe. La journée commence bien. Heureusement, c'est pas très grave, ça cicatrise vite. Sur une échelle de stress de 1 à 100, disons que ça lui fait un petit stress de 10. Il descend prendre son petit déjeuner, et là, sa fille de 15 ans lui demande si elle peut organiser une petite fête à la maison avec des amis. Tu vois l'idée? Bon, il n'a aucune envie de voir sa maison dévastée, mais il sait que ça ferait plaisir à sa fille. Niveau de stress, 40. Il se dit qu'il va la jouer finement en lui répondant « Écoute, pour moi, il n'y a pas de problème, ma chérie, mais tu sais bien qu'il faut demander à maman, c'est elle qui décide. » En partant travailler, il prend son courrier, pas de contravention, pas d'impôt, juste une petite facture à payer. Niveau de stress, 10. Il arrive au bureau et consulte son agenda. Et la catastrophe, il se rend compte que l'anniversaire de sa femme est dans 5 jours. Bon, comme d'habitude, il n'a aucune idée de cadeau, hein. Et c'est l'enfer, ces cadeaux. Déjà qu'il y a la Noël et la Saint-Valentin. Si on pouvait plutôt fêter les anniversaires tous les 10 ans, ça l'arrangerait. Niveau de stress, 60. Heureusement qu'il lui reste 5 jours pour trouver une autre idée qu'un bouquet de fleurs. Grosse réunion au bureau demain après-midi avec son patron. Là, il doit vraiment très très bien la préparer parce qu'il doit être meilleur que le petit jeune qui vient d'arriver et qui veut déjà lui piquer sa place. Niveau de stress, 90. En rentrant chez lui le soir, il écoute la radio dans la voiture et là, il entend une pub pour Castorama et merde, ça fait 15 jours que sa femme lui demande de monter une étagère à la maison. Mais pas ce soir, il y a un beau match de foot, il n'a pas envie de le louper. Il espère juste que sa femme va oublier. On peut toujours rêver. Niveau de stress, 30. Il est donc avec tous ces dossiers en cours. Mais en masculin, on l'a vu, on ouvre un seul dossier à la fois. Et généralement, celui qui est ouvert est le dossier le plus urgent et le plus stressant. Les autres dossiers sont mis de côté. Son niveau de stress global est donc égal au niveau de stress de son dossier le plus important, la réunion du lendemain. Niveau de stress global, 90, les autres dossiers sont fermés. Imaginons maintenant la journée de sa femme. Elle se réveille, part s'habiller, en mettant sa jupe noire, elle se rend compte qu'une tache n'est pas partie au lavage. Ouais. Bon, heureusement, il fait un peu plus froid qu'elle l'avait imaginé, et elle se dit que finalement, elle sera mieux en jeans. Niveau de stress, 5. Son fils vient lui faire signer son cahier. Bon, comme d'habitude, quand il n'a pas une très bonne note, il vient lui faire signer ça à la dernière minute. La mauvaise note l'énerve un peu. Niveau de stress, 10. Mais le fait qu'il vienne le faire signer si tard l'énerve encore plus. 15. Mais comme elle a ses dossiers ouverts en permanence, elle a encore le dossier de la tache sur la jupe encore ouvert, elle. Elle additionne tous ses stress. 5 plus 10 plus 15, 30. Elle part travailler, monte dans sa voiture, met le contact, rien, la batterie est à plat. Niveau de stress, 60. Son mari est parti, elle appelle le voisin, il vient la dépanner, la voiture démarre. Elle cherche ses lunettes dans son sac, elles n'y sont pas. Elle doit remonter chez elle, les chercher. Elle est déjà en retard. Niveau de stress, 40. Par réflexe, elle coupe le contact. Elle a besoin de ses clés pour rentrer chez elle. Elle revient, remet le contact, rien, évidemment, la batterie est toujours à plat. Re-60. Elle rappelle le voisin, il vient la redépanner. Et quand le voisin lui dit
Mais enfin, tu sais quand même bien qu'il ne faut jamais couper le contact tant que la batterie n'est pas un peu chargée. Elle a envie de prendre les câbles et de l'étrangler avec. Mais elle peut pas, il est quand même venu 2 fois la dépanner. Elle arrive au bureau déjà bien énervée, hein. On est à 190, là. Un de ses fournisseurs appelle pour lui dire qu'il va avoir 2 jours de retard dans la livraison du produit. Allez hop, 80. Le soir, en rentrant chez elle, elle passe faire une course, pas de place de parking, niveau de stress, 10. Là-dessus, son mari appelle pour lui dire qu'il doit finir de préparer sa réunion du lendemain et qu'il rentrera avec un peu de retard, à 19h30. Allez hop, un petit vent en plus. Il est 19h, elle prépare un gratin de pâtes. À 19h20, elle le met dans le four, comme si elle se dit qu'il sera prêt pour quand son mari a dit qu'il allait arriver. Son fils met sa musique à tout casser dans sa chambre. Elle va lui dire de mettre moins fort. Elle n'est pas dans un état de le dire très gentiment. Le ton monte un peu. Là-dessus, elle lui reparle de ses notes du matin. Ça ne calme personne. Niveau de stress, 30. Et en pleine discussion, elle sent comme une odeur de brûlé. Et oui, le gratin de pâtes, il est 19h40, 20 minutes dans le four, c'est trop long. Et quand son mari arrive 5 minutes plus tard et dit « Tiens, ça sent pas un peu le brûlé ?» Il se prend les 330 de stress de sa femme et le plat de pâtes brûlées en pleine figure. Ça va, vous commencez à percevoir un peu ces logiques masculines et féminines, ouais? C'est quand même incroyable de voir à quel point on est différents, vous trouvez pas? C'est dingue quand même, non? Aujourd'hui, il y a des gens qui se désolent que près d'un couple sur 2 se sépare. Ben, en voyant ça, on pourrait se dire que c'est déjà un miracle qu'un couple sur 2 reste ensemble. Hein? Ben oui, comment on fait pour vivre ensemble avec de telles différences? C'est dingue, non? Et en plus, quand on s'est séparés, on pourrait se dire que c'est bon, qu'on a compris qu'on n'était pas fait pour vivre à 2. Eh ben non. Non. Non, dès qu'on s'est séparés, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on recommence. Regardez les sites de rencontres, ils sont pleins à craquer. Et pas que pour des rencontres d'un soir, hein. Non, non. Non, il y a des gens qui recherchent vraiment une nouvelle âme sœur. Mais pourquoi? On ne peut pas dire que c'est la société ou la religion qui impose ça aujourd'hui. C'est fini, ça. Mais moi, je ne vois qu'une explication. C'est que, même s'il n'est pas toujours facile de vivre à 2, il est peut-être encore plus difficile de vivre seul. Si on cherche malgré tout à vivre avec quelqu'un, c'est qu'il doit quand même y avoir un petit quelque chose en plus quand on est 2. Et ça ne peut pas être que du sexe. Non, sinon c'est ferait que des plans d'un soir. Sur Internet, c'est tellement simple maintenant. Non, il doit y avoir autre chose. Et si c'était justement nos différences qui, malgré les apparences, nous attiraient l'un à l'autre, comme 2 aimants? Vous avez déjà essayé de faire coller 2 aimants qui ont la même polarité? Vous avez déjà essayé? On a beau les rapprocher toutes nos forces, ils glissent d'un côté de l'autre, c'est impossible de les faire coller. Alors que si on rapprochait 2 polarités opposées, alors là, tac, ils se collent automatiquement. Eh bien, dans un couple, c'est pareil. Ce sont les polarités masculines et féminines qui nous attirent l'un à l'autre. En fait, quand elles sont bien comprises, toutes nos différences ne sont pas un obstacle. Non, elles sont une chance. Elles sont même la raison d'être de notre attraction mutuelle. Mesdames, par exemple, bon, on le sait, vous êtes parfois un peu agacés par le côté séquentiel masculin. Hein, ça vous énerve un peu quand il fait qu'une chose à la fois. Hein? Mais ne pars pas à la cuisine les mains vides. Ramène déjà les plats sales, ça fera un trajet en moins. Hein? Non, mesdames, non. Il va à la cuisine pour chercher du sel. Il n'y va pas pour ramener les plats sales. Bon, je sais, on est un peu limité. Je sais. Et pourtant, mesdames, il y a malgré tout un moment où vous adorez son côté séquentiel. Plus que tout. C'est quand son seul dossier ouvert, c'est vous. Quand il n'a que vous en tête et rien d'autre.
Alors là, son côté séquentiel n'est plus du tout un problème. Non, c'est même sa plus belle qualité. C'est ça qui vous attire à lui. Et pour nous les mecs, c'est pareil. C'est vrai qu'on vous trouve parfois, mesdames, un peu saoulantes quand vous partagez votre ressenti à longueur de journée. Waouh! Sauf quand vous nous dites à quel point vous nous trouvez fabuleux et extraordinaires, à quel point vous vous sentez bien avec nous, alors là, mesdames, là, on peut vous écouter pendant des heures, ça nous donne des ailes. Vous voyez, quand elles sont bien comprises, toutes nos différences ne nous opposent pas. Elles nous complètent. Regardez les comédies romantiques, regardez les contes de princesses. La base de l'histoire est toujours la même. Le prince n'a Dieu que pour sa belle. Il se bat contre vents et marées pour lui montrer son amour. Elle est toute heureuse de le voir si attentionné à son égard et lui montre elle aussi en retour tout son amour en l'admirant. Tac, l'aimant est collé. Bon, le problème de ces comédies romantiques, comme de ces contes de princesses d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais l'histoire s'arrête toujours juste après la rencontre. Vous avez vu? Il résume la fin de la vie en une phrase. C'est quoi la phrase? Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Eh bien, ils se foutent de nous les auteurs, exactement. Ouais. Ouais, ils n'étaient pas mariés, c'est pas possible. Et oui, il est là dans cette dernière phrase, le grand mensonge de toutes ces histoires. Parce que c'est justement quand on se marie et qu'on a des enfants qu'il devient un tout petit peu plus difficile de vivre heureux jusqu'à la fin de ses jours. Je voudrais bien la voir, moi, cette pétasse de Blanche-Neige, 10 ans plus tard. Ouais. Ça m'étonnerait quand même un tout petit peu qu'elle soit toujours aussi heureuse et épanouie de nettoyer la maison des 7 nains qui n'en foutent pas une, qui rentrent avec leurs bottes pleines de boue et qui laissent traîner leurs pioches partout. Et je voudrais bien voir, moi, si son prince est toujours aussi charmant, quand il rentre complètement frustré de ne pas encore avoir été capable de le tuer, cet imbécile de dragon. Eh oui, on le sait tous, le quotidien est parfois usant, frustrant, stressant et fatigant. Et on n'est pas toujours au top de sa forme. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'on a le plus besoin de son chéri ou de sa chérie. Si on choisit de vivre ensemble, il faut être prêt à se soutenir aussi dans ces moments-là, un peu stressants du quotidien. C'est indispensable si on veut justement continuer à vivre heureux ensemble jusqu'à la fin de ses jours. C'est aussi comme ça qu'on entretient le jardin et qu'on nourrit l'amour avec un grand A. Mais pour se soutenir efficacement, il faut encore et toujours reprendre son dictionnaire du couple. Parce que dès qu'on oublie qu'on ne parle pas la même langue, on risque de faire l'erreur toute bête de soutenir l'autre de la manière dont on aimerait bien être soutenu soi-même. Or, évidemment, on ne se sent pas du tout soutenu de la même manière en masculin ou en féminin. Sinon, ce ne serait pas drôle, ce serait trop simple. On va donc voir comment vous, messieurs, vous pouvez soutenir vos princesses dans ces moments un peu stressants de ce quotidien à elles. On verra après comment vous, mesdames, vous pouvez soutenir vos princes. Il y a du travail de jardinage pour tout le monde, hein. Marie et Jean-Pierre se retrouvent chez eux après leur journée de travail. Marie, fatiguée, commence à parler d'un premier problème. Oh là là, je suis épuisée. C'est la folie en ce moment au bureau. Et il m'en demande toujours plus. En masculin, je ne parle d'un problème que pour une seule raison. C'est quand je demande une solution à mon problème. Sinon, je n'en parle pas et j'essaie de le résoudre exactement, tout seul. Et si j'en parle, je n'en parle qu'à quelqu'un que je reconnais plus compétent que moi dans ce domaine-là. Dans sa bonne logique masculine, Jean-Pierre se dit donc, elle a un problème, elle a essayé de trouver toute seule la solution, elle n'y est pas parvenue, elle demande à quelqu'un de plus compétent, très très lucide de sa part, je vais lui arranger ça vite fait.
Ben, dis-leur que tu peux pas. Il est fort, Jean-Pierre, quand même, hein? On se demande comment elle n'y a pas pensé toute seule, quand même, hein? Bon, avec ça, Jean-Pierre se dit qu'elle va être ravie. Ah, qu'elle va même le remercier. Et qu'ils vont alors pouvoir passer une magnifique soirée tous les deux. Sauf qu'évidemment, il rêve un peu parce que ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais je peux pas leur dire ça, tu te rends pas compte de l'ambiance qu'il y a en ce moment au travail? Oh non, flûte, oh là là, en plus j'ai complètement oublié d'appeler ma tante. Oui, la Marie arrive avec un deuxième problème. Bon, là, Jean-Pierre est encore plein de bonne volonté à ce moment-là. Et là, il se dit, OK, c'est qu'elle doit avoir 2 ou 3 problèmes à régler. Je vais tous le résoudre, ça va la calmer. Et puis elle me dira merci après, pour tout le package. Ben, il est pas trop tard. T'as qu'à le faire après le dîner. Après le dîner, mais j'ai pas le temps, t'es marrant toi. Et en plus, faut que j'appelle Sophie, elle a un gros souci avec un de ses enfants. Là, le problème, c'est que Marie ne se calme pas du tout. Et ça commence vraiment à énerver Jean-Pierre. Et il ne comprend pas, lui. Il est parti plein de bonne volonté pour aider sa femme, et il se prend le retour de manivelle en pleine figure. C'est pas normal. Mais enfin, tu peux quand même appeler 2 personnes en une soirée. C'est pas la fin du monde. Je vois pas pourquoi tu t'énerves pour si peu. Mais je m'énerve pas. C'est toujours la même chose avec toi. De toute façon, il y a jamais moyen de te parler. Eh oui. Elle parle en féminin et lui répond en masculin. Il a oublié son dictionnaire, ça peut pas marcher. Messieurs, l'erreur à éviter pour vous dans un couple est celle-là. Il ne faut jamais lui apporter de solution dans ces moments-là. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Même quand elle vous demande « Qu'est-ce que tu en penses ?» Pas de solution, rien, rien. Non, ce qu'il faut faire, c'est lui répondre en féminin en l'écoutant dans ses émotions. Parce qu'en fait, on pourrait la comparer à une vague. Parce qu'une vague, il y a des hauts et des bas. Dans la phase montante, elle est attentive aux autres, elle donne sans compter, elle est de bonne humeur, tout va bien, la vie est belle, mais chemin faisant, elle prend sur elle et elle accumule des frustrations et du stress. Et à un moment donné, il faut simplement qu'elle évacue ses émotions. Et comment elle le fait? Eh bien, en vous parlant. Et en vous lançant le plat de pâtes brûlées à la figure. Votre boulot de prince charmant, messieurs, dans ces moments-là, c'est tout simplement de surfer. De l'accompagner dans la descente, en évitant le plat de pâtes et en prenant le temps de l'écouter. Ça peut vous apparaître incroyable, messieurs, mais parfois, il suffit que vous lui disiez « Oh, ma pauvre chérie, je comprends que c'est dur pour toi », pour que tout de suite, ça aille beaucoup mieux pour elle. Alors qu'on n'a absolument rien fait du tout, hein? Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Bon, le truc, c'est qu'il faut dire ça sincèrement de nouveau. Oh, hey. Bon, ça demande un peu d'entraînement, mais on peut tous y arriver. Tu vas voir, tu vas voir. Je te promets, tu vas y arriver. Et pour devenir un bon surfeur, il y a aussi un vrai changement de perspective à opérer. Je vous explique. C'était un vrai déclic pour moi de comprendre ça. Avant, quand Corinne se plaignait de choses importantes, enfin, se plaindre, c'est comme ça qu'on traduit descendre sa vague, dans le dictionnaire masculin. C'est pas du tout pour vous dénigrer, mesdames, c'est juste pour que les hommes comprennent de quoi on parle. Hein? Donc avant, quand Corinne se plaignait de choses importantes, genre un trou dans la toiture, ouais, je pouvais encore avoir une certaine qualité d'écoute parce que je me disais, ok, c'est important, c'est normal, il faut qu'on en parle. Mais plus Corinne se plaignait de ce que je considérais comme des détails, genre « Oh là là, j'en peux plus, le chien a encore mangé dans la gamelle du chat. » Oui, bon, ouais. Et plus ça m'énervait. Pourquoi? Parce que je me disais « Mais pourquoi est-ce qu'elle voit le 10e du verre qui est vide? Pourquoi est-ce qu'elle ne voit pas les 9/10 du verre qui sont pleins? » Moi, en bon prince charmant que j'essayais d'être,
J'imaginais qu'un jour, elle allait être heureuse une fois pour toutes. Et quand je l'entendais se plaindre du chien, je me disais qu'elle cherchait vraiment la toute petite bête pour trouver un truc qui la rendait malheureuse. Vous voyez un peu l'idée? Ouais? Attention les gars, c'est important maintenant, écoutez bien. Ce que j'ai compris maintenant, c'est que la vague, c'est incontournable. Messieurs, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et donc, quoi qu'il arrive, Corinne doit se plaindre. Ça, c'est la donnée de base. C'est comme ça. Ouais. Et donc, ceci étant acquis, il vaut bien mieux qu'elle se plaigne du chien que de la toiture. Pourquoi? Mais parce que quand elle ne se plaint que du chien, ça veut dire qu'elle n'a trouvé rien d'autre de plus important à se mettre sous la dent, et donc, globalement, tout va très bien. Ouais. Avant, plus c'était des détails, plus ça m'énervait. Maintenant, plus c'est des détails, et plus je suis heureux. Alors, ça peut vous apparaître idiot, mais tant qu'un homme n'a pas compris ça, il risque de toujours continuer à faire la même erreur qui est celle-là. Plus tout va globalement bien dans leur vie, moins il va donner à sa partenaire la possibilité de descendre cette vague. Parce que plus vite il va être là, et dès qu'elle se plaint, il va lui répondre « Mais enfin, pourquoi tu te plains pour si peu ?» Mais combien de femmes aimeraient être à ta place? Enfin, il y a quand même plein de gens qui sont bien plus malheureux que nous, non? Vous les connaissez, ces phrases, mesdames? Oui. C'est dommage. Parce qu'elle aurait effectivement tout pour être heureuse, mais elle ne le sera pas autant qu'elle pourrait l'être parce qu'il lui manque quelque chose d'essentiel pour elle. Se sentir suffisamment en sécurité avec lui pour pouvoir descendre cette vague. Aujourd'hui, dans un couple, ce temps d'écoute est fondamental, messieurs. Parce que si vous ne surfez pas assez, qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas évacuer ses émotions négatives et donc, elle les garde en elle. Mais elle n'oublie rien, hein? Rien du tout. Ah, ça pour ça, elle a une mémoire d'éléphant. Oui, t'arrives en retard quand j'ai accouché, t'arrives en retard à la maternité pour Martin. Oui, je sais, il y a eu un accident sur la route, j'étais coincé dans les bouchons, j'y peux rien, et puis je suis quand même arrivé 2 heures avant l'accouchement. Et tout s'est bien passé. Et puis je te signale quand même que Martin vient d'avoir 15 ans. En féminin, on s'en fout que Martin ait 6 mois, 15 ans ou 50 ans. Tant qu'elle ne se sent pas comprise, c'est comme s'il y avait du sable qui s'accumulait dans le fond de la vague. C'est tout ce ressentiment qu'elle garde en elle et qui grandit, et qui limite alors la possibilité de descendre cette vague et qui l'empêche de se connecter réellement à son côté féminin. Elle n'a donc pas d'autre choix que de basculer de plus en plus souvent dans son côté masculin. Elle devient donc de plus en plus compétitive dans son couple avec lui. Je vais lui montrer que je peux le faire toute seule. Je vais lui montrer que je peux le faire sans lui. Je vais lui montrer que je le fais même mieux que lui. On rentre alors progressivement dans une relation masculin-masculin. Les aimants perdent de leur pouvoir d'attraction et risquent de finir par se repousser. Un jour, un homme me dit « Oh, chez moi, il n'y a pas de problème, ma femme se plaint plus jamais. » Non, désolé les gars, c'est pas comme ça que ça se passe, justement. Non, c'est justement quand elle arrête de se plaindre que les vrais problèmes commencent. Oui, parce que ça veut dire que le sable a complètement rempli la vague. C'est le Sahara. Et c'est généralement dans ces moments-là qu'elle décide de partir. Dans 75% des cas aujourd'hui, ce sont les femmes qui demandent la séparation. Même après 25 ou 30 ans de vie commune. Parce qu'à un moment donné, elles n'en peuvent vraiment plus de ne pas se sentir comprises. Donc, messieurs, la bonne nouvelle, c'est que tant qu'elle se plaint encore... Exactement, t'as tout compris, c'est que tout va bien. C'est qu'elle a toujours l'espoir qu'un jour, vous allez la comprendre. Ouais. Vous ne l'aviez pas vu comme ça, les gars, hein? Bon, il suffit juste maintenant de prendre le temps de l'écouter, hein? Et pour bien l'écouter, j'ai encore un petit truc pour vous. En fait, on pourrait comparer cette descente de vague au fait de sauter dans une piscine. Quand on saute dans une piscine et qu'on touche le fond, vous êtes d'accord qu'on peut s'appuyer sur le fond pour remonter 2 fois plus vite à la surface. Mais pour une femme, c'est pareil. Quand elle touche le fond de la vague, elle peut s'appuyer sur le fond pour remonter 2 fois plus vite et être de bonne humeur.
Il ne faut donc pas la maintenir en dessous des bras pour qu'elle descende le moins bas possible. Hein. Non, ma chérie, descends pas trop bas, attends, je te retiens. Non, il ne faut pas faire ça. Non, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Exactement. Pousser sur la tête pour qu'elle touche le fond le plus vite possible. Bon, après, il faut enlever la main pour qu'elle remonte et qu'elle soit de bonne humeur, évidemment. Ouais. L'idée, c'est quand même de l'accompagner dans la descente et pas de la noyer. Hein. Alors, on va voir maintenant comment vous, mesdames, vous pouvez soutenir vos princes dans ces moments un peu stressants de son quotidien à lui. Jean-Pierre rentre chez lui après sa journée de travail. Il a l'air un peu tracassé. Isabelle remarque immédiatement qu'il a des problèmes avec une tête comme ça. Elle, quand elle a un problème, qu'est-ce qu'elle veut faire? En parler. Mais on vient de le voir, elle a besoin de se sentir en sécurité pour le faire. Elle va donc commencer à poser plein de questions à Jean-Pierre pour lui montrer qu'il est en parfaite sécurité avec elle et qu'il est tout à fait là pour l'écouter. Comment s'est passée ta journée? Ça va. Hein. Oui, mais ton rendez-vous là chez ton client, c'était bien? T'es content? Elle commence à être un peu inquiète, là. Mais c'est pas normal qu'il ne parle pas. Alors qu'il fait tout pour le mettre en confiance, en plus. Hein. Mais pourquoi tu veux pas me parler? J'ai fait quelque chose qui t'a pas plu? Elle le prend aussi maintenant personnellement. Pourquoi? Parce qu'en féminin, quelle est la seule raison pour laquelle deux copines ne se parlent pas? C'est quand elles sont fâchées. Mais non, pourquoi tu me poses cette question? Ben, parce que je comprends pas pourquoi t'es si désagréable avec moi. Mais je ne suis pas désagréable. Tu peux pas juste me laisser tranquille 5 minutes? Ah, y a jamais moyen de te parler. T'es vraiment pénible. Eh oui. Là, c'est lui qui parle en masculin et elle qui ne le comprend pas et qui lui répond en féminin. Mesdames, l'erreur à éviter pour vous dans un couple est celle-là. Il ne faut pas le faire parler à tout prix. Non, ce qu'il faut faire, c'est le laisser seul, lui foutre la paix. On l'a vu, en masculin, on n'aime pas parler de ses problèmes. Et de toute façon, un homme avec son côté séquentiel, lui, il préfère cloisonner. Les problèmes du bureau restent au bureau. Oui, je ne vais pas polluer l'ambiance de la famille avec des problèmes qui ne concernent pas la famille. Et puis, de toute façon, elle ne peut rien y faire, donc à quoi ça sert de lui en parler? Mais ce n'est pas parce qu'il ne parle pas de ses problèmes qu'il n'en a pas. Il a sa réunion du lendemain, son stress à 90, le petit jeune qui veut lui piquer sa place. Et pour ça, il doit trouver des stratégies, des solutions. Et il a donc de temps en temps besoin de s'isoler dans sa grotte. Mesdames, ça n'a rien à voir avec vous, vous n'avez rien fait de mal, c'est juste qu'il a besoin d'un peu de temps pour lui. Parce qu'autant une femme fonctionne comme une vague, autant un homme lui fonctionne comme un élastique. Oui, il a parfois besoin de s'éloigner un peu de vous, mesdames, pour revenir vers vous avec force. En fait, mesdames, on ne peut pas savoir ce qu'est la vie avec vous si on ne sait pas ce qu'est la vie sans vous. Beaucoup de femmes ont peur de cette phase d'éloignement. Et elles téléphonent tout le temps dans ces moments-là. Hein. Et alors, t'es où? Tu fais quoi? Tu rentres à quelle heure? C'est quoi le problème? Dis-moi quoi? Qu'est-ce qui se passe? Même dans la maison, elles le suivent partout. Il va à la cuisine prendre un verre. Ah, elle y est. Il retourne au salon. Ah, elle y est aussi, comme par hasard. Il ne reste plus que les toilettes pour s'isoler. Oui, là, au moins, il peut fermer à clé. D'ailleurs, il met tous ses magazines dedans. Vous avez vu, hein? Mesdames, pour qu'il puisse tendre son élastique, il a besoin que vous restiez un point fixe. Parce que si vous l'accompagnez tout le temps, il ne peut pas tendre son élastique, qui reste alors mou. Dans tous les sens du terme. Alors que si vous restez le point fixe, il peut aller au bout de son étirement et il reviendra vers vous avec une nouvelle énergie dont vous serez la première à profiter. Alors, on va continuer à faire un peu de jardinage de couple en abordant maintenant une question qui fait énormément débat dans le dictionnaire masculin-féminin. C'est ce que les femmes appellent l'égoïsme des hommes.
Là, je vois toutes les femmes qui disent « Ah, enfin, on en parle !» Et tous les hommes « Oh, le sale traître !» Bon, vous allez voir, c'est un petit peu plus subtil que ça. En féminin, on l'a vu, on est attentif aux autres et à leurs besoins. Il est donc tout à fait légitime et même très bien vu en féminin de proposer son aide de manière spontanée dès qu'on pense que quelqu'un pourra en avoir besoin. Alors qu'en masculin, c'est évidemment l'inverse. Chacun essaye d'abord de se débrouiller tout seul. En masculin, il est très impoli de proposer son aide à quelqu'un qui ne demande rien. En fait, attendre qu'on nous demande est une forme de respect. Mais ce n'est pas de la paresse, mesdames. Non, non, c'est du respect. Ne pas vider le lave-vaisselle, c'est du respect. Pas passer l'aspirateur, du respect aussi. Et vous avez vu qu'on est parfois super respectueux quand même, hein? Si on reste chacun dans sa propre langue, dans sa propre logique, dans un couple, eh bien ça va donner la situation suivante. Les femmes se disent « Il voit bien que j'aurais besoin de ça et ça. Pourquoi il ne le fait pas de lui-même? Pourquoi il ne le propose pas? Pourquoi il fait que les trucs qui l'intéressent lui, ce sale égoïste ?» Et les hommes de répondre « Si tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à me le demander. » Et les femmes de dire « Non. Non, si je dois te le demander, c'est trop tard. Il faudrait que tu le vois sans que j'ai à le demander. » Vous êtes d'accord, mesdames? Oui, oui. C'est ça la beauté de la relation. C'est comme ça qu'on montre qu'on est attentionné envers l'autre. Alors, messieurs, maintenant que vous savez ça, n'attendez pas qu'elle demande pour faire les choses. Proposez votre aide de manière spontanée, messieurs. Parlez-lui en féminin, elle vous en sera très reconnaissante. Mais mesdames, si jamais il ne le fait pas, et ça peut arriver, plutôt que de râler et de lui en vouloir, vous avez vous aussi la possibilité de lui parler dans sa langue, en masculin. Comment ça? En lui demandant. Mesdames, vous avez un pouvoir extraordinaire sur votre prince charmant. Il est prêt à tout pour vous rendre heureuse, il est programmé pour ça. Bon, là, je sais qu'il y a quelques femmes qui résistent et qui disent « Ah ouais, lui demander, j'ai déjà essayé, je sais bien, ça ne marche pas. » Il y a une petite subtilité qui fait toute la différence. C'est quand tu demandes quelque chose à Didier, généralement, comment tu fais? Tu lui demandes est-ce que tu peux vider le lave-vaisselle? Est-ce que tu peux aller faire les courses? Quelque chose comme ça? Hein? S'il te plaît, parfois? De temps en temps, on va dire. Une fois sur 3, peut-être. Hein? Au bout de 30 ans, il n'y a plus jamais de s'il te plaît. Vous êtes encore dans le temps. Donc, est-ce que tu peux vider la vaisselle? Est-ce que tu peux aller faire les courses? C'est ça? Mais il peut. Mais il ne le fera pas. Donc, quand tu lui demandes est-ce que tu peux, tu l'interroges sur sa compétence à le faire. Mais pas sur sa volonté de le faire. Mais ce n'est pas parce qu'il peut le faire qu'il va le faire. Mesdames, quand vous demandez quelque chose à un homme, utilisez le verbe vouloir. Non pas fait, non pas non. T'as qu'à le faire, non, non, non. Non, est-ce que tu veux bien vider la vaisselle? Est-ce que tu veux bien aller faire les courses? C'est un petit détail qui change tout. Bon, là, je sais aussi qu'il y a quelques femmes qui résistent et qui disent ouais, tu veux, tu peux, c'est la même chose. Il commence un peu à pinailler sur les mots, le gars, là, il exagère un peu. Hein? Mesdames, si votre fiancé vous faisait sa demande en mariage, en vous demandant « Est-ce que tu peux m'épouser ?» Oui, je peux t'épouser. Oui, techniquement, c'est possible. C'est pas très romantique, non? Et si vous lui dites « Oui, je peux t'épouser », est-ce que vous vous sentiriez vraiment engagé? Non. Alors que s'il vous demande « Est-ce que tu veux bien m'épouser ?» Là, si vous dites « Oui », là, c'est un vrai « oui ». Bon, en même temps, évidemment, il y a un risque quand on demande « Est-ce que tu veux bien ?» Hein? Et le risque, c'est quoi? Ouais, qu'ils disent non. C'est pour ça qu'on ne le demande pas, d'ailleurs. On demande « Est-ce que tu peux ?» Comme ça, il dit « Oui », mais il ne le fait quand même pas derrière. Donc, bon, ça ne change pas grand-chose. Effectivement, le risque, c'est qu'ils disent « Non ou non, pas maintenant ».
Et ça, c'est très très difficile à entendre, mais en même temps, mesdames, c'est fondamental que vous acceptiez qu'il puisse vous dire non de temps en temps. Parce que s'il ne peut jamais vous dire non, vos demandes ne sont plus des demandes. Ça devient des ordres. Il perd alors sa liberté de vous rendre heureuse. Un point très très important pour lui. Bon, en même temps, maintenant, messieurs, n'en profitez pas non plus pour dire non à tout bout de champ. Hein. Je vous connais un peu, hein. J'en suis. Oui, je sais bien qu'Alice pleure parce qu'elle a faim et qu'il n'y a plus de lait en poudre, mais là non, elle pleurera toute la nuit, c'est pas grave, j'irai plutôt au magasin demain. Non, généralement, messieurs, quand elle vous demande, c'est qu'elle se sent déjà un petit peu débordée, c'est important de lui dire oui le plus souvent possible, évidemment. Mais à l'inverse, les hommes, eux, généralement, n'ont pas trop de problèmes pour demander. Mesdames, ils ont envie de quelque chose, ils vous le demandent. Hein. On est assez cash par rapport à ça. Et c'est là où les hommes, eux, doivent plutôt être attentifs à la réponse que leur partenaire va donner. Un homme peut demander à sa partenaire « Ah tiens, puisque tu sors, est-ce que tu veux bien poster ce courrier ?» Parfois, elle peut lui dire « Ah oui, pas de problème, avec plaisir. » Et puis à d'autres moments « Quoi, mais tu te rends pas compte, je suis déjà débordé, tu m'en demandes encore plus, mais comment est-ce que tu oses ?» Je te demande juste de poster une lettre, hein. Tu me dis oui, tu me dis non, je vois pas pourquoi tu te mets dans tous tes états pour si peu. Mais parce que parfois, juste poster une lettre peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce qu'une femme fonctionne comme un chameau. Bonjour les amis. Bon, je sais, c'est pas très élégant, mais c'est assez parlant, vous allez voir. En fait, un chameau est très confortable avec une certaine charge sur le dos. Bon, c'est un dromadaire, mais c'est la même chose. Hein. Disons 100 kilos. Avec ça, il est d'une résistance inouïe, il traverse le désert sans boire, c'est incroyable. Mais on lui met 1 kilo de plus, et il s'écroule par terre et il fait plus 1 mètre. C'est pas qu'il avance moins vite, non, il n'avance plus du tout. Avec 100 kilos, il est à 100% de ses capacités, avec 101 kilos, il est à 0%. Mais une femme, c'est pareil. Elle est très confortable avec un certain nombre de dossiers ouverts, mais on lui ouvre un dossier en plus et elle est complètement débordée. Et parfois, la lettre, c'est juste le kilo en trop. Mais en même temps, c'est pas très grave parce qu'on lui enlève le kilo. À bientôt. Et elle repart pleine d'énergie. Donc... Donc, messieurs, jamais 1 kilo en trop, parce que ça, c'est insupportable pour elle. Mais ne vous fatiguez pas non plus inutilement en essayant de prendre tous les kilos. Ça, c'est pas la peine. Parce que des dossiers à ouvrir, elle en trouvera. C'est pas un problème pour elle, ça. Alors, mais tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il faut bien le reconnaître, c'est quand même un petit peu Disneyland. Hein. Oui, Disneyland, pourquoi? Parce qu'on est là tous les deux de bonne humeur. Oh mais oui, ma chérie, descends ta vague. Oh mais oui, mon trésor va dans ta grotte. Et je te pose les bonnes questions, je te parle dans la bonne langue, les bisounours, un monde de rêve. Il va forcément y avoir des moments où les choses ne vont pas se passer de manière aussi magique. Parce qu'on a beau être le meilleur jardinier du monde, on n'est jamais à l'abri des intempéries. Le conflit est donc inévitable dans un couple. Mais il n'est pas un problème à partir du moment où on trouve des manières constructives et positives de résoudre le conflit. En fait, le conflit ne devient un problème que quand on ne parvient pas à le résoudre. Car alors, les tensions restent présentes, les non-dits s'accumulent, on commence à essayer de tout faire pour éviter les sujets qui fâchent, avec le risque qu'à terme, on ne finisse plus que de parler de la pluie et du beau temps, qu'on commence à avoir peur de rentrer chez soi le soir parce qu'on sait qu'on va se faire engueuler, ce qui n'est pas très sympa. Il est donc très très important de résoudre les conflits. Bon, je sais, ce n'est pas la partie la plus drôle dans un couple, hein, mais c'est vraiment fondamental à faire, et c'est pour ça que j'ai envie de partager avec vous une piste pour faire un premier pas sur ce long chemin de la résolution de conflits.
Oh, ça ne résoudra pas tous vos problèmes d'un coup de baguette magique. Hein. Ce serait pas drôle si c'était aussi simple. Mais c'est déjà un premier pas. Généralement, dans un conflit, comment ça démarre? Ben, l'autre fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on le lui dit, il se défend, on se chamaille et puis on s'accuse mutuellement. Oui, toi t'as fait ça il y a 2 mois, toi t'as fait ça il y a 3 mois, toi t'as fait ça il y a 6 mois. Et au bout de 5 minutes, on ne sait même plus pourquoi on a commencé. On ne résout jamais rien avec ce type de discussion. Vous êtes d'accord? Ça ne marche pas. Il faut donc l'arrêter le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas ne rien faire non plus, parce que le conflit ne va malheureusement pas se résoudre tout seul. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de faire comme au basket, un temps mort. On se sépare, chacun dans son coin, on arrête de parler. Et on prend un temps de retrait pour prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. Et pour commencer alors à sortir de la grande illusion qui est de croire que c'est l'autre qui m'a mis en colère. Un petit exemple. Généralement, quand un enfant renverse son verre, le parent va lui dire « Espèce de maladroit, tu ne pouvais pas faire un peu attention ?» C'est donc bien dans l'esprit du parent, l'enfant, qui l'a mis en colère. Eh bien, c'est une illusion. Parce qu'à d'autres moments, le parent a déjà certainement dit « Oh mon pauvre chéri, c'est pas grave, j'espère que tu t'es pas fait mal. » Ce qui prouve bien que ce n'est pas le geste de l'enfant qui met le parent en colère. Non, ce qui met ou non le parent en colère, c'est l'interprétation que le parent va donner à ce geste-là, à ce moment-là. Parce qu'en fait, vous et moi, on est tous un peu comme une orange. Oui, parce que vous êtes d'accord que quand on presse une orange, le jus sort de l'orange. Ce n'est pas celui qui presse qui met le jus dans l'orange. Le jus est déjà dans l'orange, et celui qui presse ne fait que presser. Eh bien, c'est pareil pour nous. On a chacun en nous le jus de nos blessures d'enfance, de nos peurs, de nos limites. Et quand notre enfant renverse son verre, il presse. S'il y a du jus, il va sortir, on va se mettre en colère. S'il n'y en a pas, il peut presser autant qu'il veut, rien ne sortira. Pour sortir de cette grande illusion, et donc de prendre la responsabilité de ce qu'on ressent, ce n'est pas l'autre qui m'a mis en colère, c'est moi qui me suis mis en colère. On peut profiter de ce temps de retrait pour écrire une lettre à la personne avec qui on s'est fâché. Mais pas n'importe quelle lettre, parce que si on n'écrit que 2 pages de colère et d'insultes, ça ne va pas vraiment faire avancer les choses. Donc ce que je vous propose pour résoudre le conflit, c'est d'écrire ce que j'appelle une lettre de sentiment, qui permet d'aller voir tout ce qu'il y a derrière la colère et dans lequel on retrouve les vraies raisons de celle-ci. Parce que naturellement, quand la colère s'apaise, la tristesse apparaît. Et puis la peur, et puis les regrets. Et vous allez voir qu'au bout de cette exploration, il y a un truc incroyable qui se passe, c'est qu'il y a des sentiments positifs d'amour qui réapparaissent comme par magie. Eh bien, écrire une lettre de sentiment pour résoudre le conflit, ce n'est rien d'autre que de passer ces 5 étapes en revue. La colère, la tristesse, la peur, les regrets et enfin l'amour. Une histoire valant mieux que 1000 explications, parce que c'est peut-être un petit peu théorique. Je vais partager avec vous une lettre que j'ai écrite il y a un peu moins de 15 ans maintenant, pour vous aider à prendre conscience de la manière dont on peut mettre ça en pratique dans son couple. On était quelques jours au sport d'hiver en famille. Julie avait 5 ans à l'époque, Antoinette 3 ans et Louis 1 an. Le 2e jour, on se rend compte, Corinne et moi, que Julie a fait énormément de progrès depuis l'année précédente. Et on décide que j'irai skier seul avec Julie sur les grandes pistes, pendant que Corinne resterait avec les 2 plus jeunes sur les petites pistes d'enfants. On part, Julie et moi, on prend le télésiège, on commence à papoter sur le télésiège, on commence à skier tous les 2. C'est la première fois qu'on se retrouve à skier tous les 2 comme ça. On passe une superbe après-midi, elle skie magnifiquement bien. C'est un moment vraiment génial. 5 heures arrivent, les remontées mécaniques ferment, on se dirige vers la voiture pour aller retrouver Corinne et les 2 plus jeunes. Et là, Julie voit une terrasse de café, elle me dit « Papa, j'ai envie d'un chocolat chaud ». Je lui réponds « Écoute ma chérie, on n'a pas le temps maintenant, maman nous attend ». Et là, elle s'est mise à insister. « J'ai envie d'un chocolat chaud tout de suite, j'ai soif maintenant ». Vous voyez un peu l'idée ? Et là, j'ai vraiment ressenti de la colère monter en moi et j'ai un peu crié. Il faut vous dire que ce n'est pas quelque chose de très habituel chez moi. J'aime pas trop, je me sens pas bien avec ça. J'essaie de le faire le moins souvent possible. Je pense pas que c'est génial dans l'éducation des enfants. Mais en même temps, je suis loin d'être parfait. J'ai mes limites. Et là, hop, je crie. Julie monte alors évidemment immédiatement dans la voiture, ne dit plus un mot. Et à ce moment-là, la grande illusion, je connais pas. C'est évidemment moi qui ai raison et c'est elle qui a tort. Mais je suis pas très bien avec ça. En même temps, c'est pas non plus un incident majeur, donc l'ambiance n'est pas terrible, mais n'est pas non plus du tout dramatique. Corinne et les 2 plus jeunes arrivent dans la voiture, l'ambiance change immédiatement.
et j'oublie. Le soir arrive, Corinne me demande d'aller chercher une couette pour un des enfants qui est en train de s'endormir. Je n'y vais pas dans la seconde où elle me le demande. Elle me le redemande sur un ton que je trouve un tout petit peu insistant. Et là, hop, de nouveau, colère. Heureusement, elle me laisse dans ma grotte. Et on s'endort un peu comme ça. Vous voyez un peu l'idée aussi? Il n'y a pas que chez moi, rassurez-moi. Vous voyez pas? Le lendemain matin, je me réveille, encore un peu dans ma grotte. Corinne le remarque immédiatement, et très beau cadeau de sa part, elle n'essaye pas de m'en faire sortir en me posant des questions du genre « C'est quoi ton problème? On est juste quelques jours en vacances, tu vas quand même pas faire la gueule pendant tout le séjour ?» Rien de tout ça. Et en plus, elle prend les enfants pour aller chercher du pain, pour me laisser un peu d'espace, très très sympa de sa part. Moi de mon côté, j'ai aussi un peu réfléchi, je me dis c'est bizarre, je me réveille encore comme ça, 2 fois hier, c'est pas normal, il doit y avoir quelque chose, il faut que je fasse une lettre. J'ai aucune envie, hein. C'est la dernière chose que je veux faire. Mais je sais que c'est important, donc j'y vais. Chère Corinne, chère, je suis même pas sûr. Corinne, j'en ai marre que tu me demandes tout 24 heures sur 24. Avec tout ce que je fais, tu n'es pas encore contente. Va voir avec un autre pour voir si ce serait mieux. Les sentiments amoureux à ce moment-là, pas grand-chose. Mais c'est ce que je ressens, donc je l'écris. Et puis petit à petit, la colère s'apaise. Et je commence alors à m'interroger sur la tristesse. Qu'est-ce qui me rend triste là-dedans? Pourquoi j'ai crié sur Corinne? Qu'est-ce qui me rend triste? Je vois pas. Et puis je repense à Julie. Qu'est-ce qui me rend triste là-dedans? Pourquoi j'ai crié sur Julie? Qu'est-ce qui me rend triste? Et là, le jeu de mon orange est sorti. Là, j'ai commencé à pleurer sur ma feuille. Et le jus de mon orange, c'était quoi? Mais c'est tout simplement que moi, je n'ai jamais skié avec mon père. Je n'ai jamais fait de sport avec lui. Je n'ai jamais joué au foot ou simplement fait un tour à vélo dans la rue avec lui. Et pourquoi est-ce que j'étais en colère vis-à-vis de Julie? Parce que je me disais inconsciemment, mais elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a, celle-là. Moi, si j'avais ne fût-ce que skié une demi-heure dans toute ma jeunesse avec mon père, j'aurais été le plus heureux des petits garçons de la Terre. Et là, on est en train de passer des vacances ensemble, on skie tous les deux, toute une après-midi, rien qu'à nous deux. Et plutôt que de me dire « Oh papa, c'est le plus beau jour de ma vie », qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de pinailler pour un chocolat chaud. Vous vous rendez compte de l'ingrate que je suis en train d'élever, là? Mais Julie, elle trouve normal de skier avec son père. Et c'est ça qui est normal. Et je n'ai pas à lui faire payer le fait que moi, je n'ai jamais skié avec le mien. Mais pour ne pas lui faire payer ça, j'ai besoin de prendre la responsabilité de ce que je ressens. Sinon, le risque, c'est de rejeter la faute sur elle et de continuer ainsi la chaîne. Alors, une fois que j'ai ressenti cette tristesse, bien, évidemment que le conflit avec Corinne se termine. Et je finis la lettre en partageant la peur de les avoir blessés, les regrets d'avoir crié, et puis évidemment que je retrouve tout l'amour que j'ai pour Corinne. Et je lui écris. Et je suis vraiment désolé, et j'adore t'apporter toutes les couettes que tu veux, et tu peux tout me demander, et t'es une femme géniale, et je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis je fais la deuxième partie de ce processus dont je ne vous ai pas encore parlé. J'écris ce que j'appelle la lettre de réponse. Oui, j'écris moi-même ce que j'ai envie que Corinne me dise. Ouais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein? Mon amour, j'y vais, hein, c'est moi qui écris. Hop, moi je commence. Hein? Mon amour. Oh, mon amour, c'est très triste. T'as jamais skié avec ton père, je comprends bien, il n'y a aucun problème. Tu es un père génial, un mari fabuleux, et je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai déposé les 2 lettres sur la table, je suis parti me raser, et quand elle est revenue, elle a lu les 2 lettres, et puis elle est simplement venue me rejoindre dans la salle de bain, et elle m'a lu ma lettre de réponse. Oh mon amour, c'est très triste, t'as jamais skié avec ton père, je comprends bien, il n'y a aucun problème. T'es un père génial, un mari fabuleux, et je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis c'était fini. Et c'est comme ça qu'en résolvant les conflits, on renforce encore la qualité de la relation. Parce que c'est là où on commence à se connaître de mieux en mieux,
et où on devient alors de vrais partenaires de vie. Et puis il y a plein d'autres avantages à faire cette lettre. Parce qu'après, ça m'a permis d'aller voir Julie et de lui expliquer pourquoi j'avais crié sur elle. Et Julie, à 5 ans, magnifique capacité d'empathie de tous les enfants de cet âge-là, qui me dit « Oh, c'est triste, t'as jamais ski avec papy, c'est vraiment très triste. » Elle a bien compris que cette histoire était la mienne. Elle n'y appartenait pas. Et c'est important de le faire parce que si je ne le fais pas, c'est là où il y a un vrai risque de distance qui peut se créer entre Julie et moi. Parce que petit à petit, Julie va se dire « Ouh là là, celui-là, waouh, je lui demande un chocolat chaud et il me gueule dessus. Waouh, il vaut mieux garder ses distances avec un mec pareil parce qu'on ne sait jamais comment il va réagir. Hein. Waouh, 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 waouh. » Et puis c'est important aussi de faire ça pour moi. Parce qu'une fois que ce jus-là est sorti, mais je n'ai plus à vivre avec ce jus-là en moi. Et ça rend le présent beaucoup, beaucoup plus léger. Et puis, faire une telle lettre peut changer la vie. Alors je vous le dis avec un peu d'émotion parce que l'histoire du chocolat chaud n'est pas tout à fait finie. En fait, on s'est retrouvés seuls à l'appartement ce matin-là, Corinne et moi, et avant d'aller skier, on a fait l'amour. Quelques semaines plus tard, Corinne était super fatiguée pour finir la fin de thèse de grossesse. Elle est enceinte. À l'échographie, on s'est rendu compte que c'est probablement ce matin-là qu'on avait conçu Valentine. Alors Valentine est là aujourd'hui tous les jours pour me dire à quel point faire cette lettre est important parce qu'on n'aurait jamais fait l'amour ce matin-là, Corinne et moi, si j'étais resté dans ma grotte en train d'en vouloir à la terre entière. Et puis ce qui est chouette, c'est que 6 ans plus tard, Valentine a 5 ans, le même âge que Julie à l'époque. On se retrouve quelques jours au sport d'hiver. Je me retrouve à skier avec Valentine, comme ça, pour la première fois. On descend tous les deux le soir en téléphérique et juste avant d'arriver à la station, Valentine voit une terrasse de café et elle me dit « Papa, j'ai envie d'un chocolat chaud. » Et là, je lui ai dit « Oui, ma chérie, évidemment qu'on va aller le boire, ce chocolat chaud. »